Bonsoir Charlotte Hezin. Bonsoir. Votre travail, c'est d'aider les dirigeants, les chefs d'entreprise, les politiques à mieux communiquer. Vous connaissez donc parfaitement les stratégies qui sont utilisées. D'ailleurs, vous les analysez dans ce livre Funambule, le discours politique décrypté, c'est aux éditions du Rocher. Alors un mot pour définir le débat d'hier soir que vous avez regardé évidemment avec attention. Oui, absolument. Un débat de second tour qui est un grand rituel de la Ve République, un grand rituel du débat démocratique. Et puis, hier soir, un débat que je qualifierais de débat QCM, puisqu'on nous a fait rentrer dans la boîte à outils. Questionnaire à choix multiples. Absolument. Oui, puisque l'idée, c'était pour les deux candidats d'apporter une vraie vision de la France pour que les électeurs puissent se décider. Et ils nous ont surtout montré un étalage de mesures, souvent extrêmement complexes, des batailles de chiffres qui ont vraiment cannibalisé une grosse partie du débat. Pas sûr que ça imprime suffisamment chez les Français. Qu'est-ce qu'on gardera en mémoire, justement, le moment ultime de ce débat? Vous parliez de 74, depuis 74, on en a vu plein des débats. Est-ce que là, il y aura quelque chose qui aura marqué ce duel? En général, on en retient une petite phrase, une petite pique, une attaque, une métaphore, une anaphore. Là, le débat, pour le coup, n'a pas pris au niveau lexical, au niveau linguistique. Je pense que ce qu'on en retiendra, ce sont plutôt des images, et notamment ces plans de coupe d'Emmanuel Macron. Les fameux plans de coupe qui devaient être plus ou moins contrôlés. D'ailleurs, ça a été un peu contrôlé en régime. Effectivement, une gestuelle qui a été assez marquante. Plutôt dans l'ennui, voire le mépris, peut-être la condescendance. En tout cas, ce sont des images qui ont fuité et qui ont marqué durablement toute la soirée. Oui, c'est affalé sur la table, presque, accoudé, lever les yeux au ciel, renifler, gratter l'oreille. C'était une stratégie, ça, ou il a été débordé par, finalement, ses émotions? À la fois, c'était une façon, en effet, de montrer qu'il était en désaccord total avec les idées de Madame Le Pen, et puis de montrer que lui maîtrisait les sujets à des moments où elle balbutiait, où elle avait peut-être un peu plus de mal à développer ses idées. Néanmoins, c'était l'écueil principal dans lequel il ne devait pas tomber, celui de l'arrogance. Ça avait été dit et répété des semaines avant ce débat, et il avait forcément été préparé par ses équipes sur ce point. Et le fait est que c'est quand même ce qu'on retient de son attitude, cette forme de détachement, voire de mépris. Une sorte de désinvolture aussi. Qui peut vraiment cabrer une part des électeurs et peut-être les empêcher de voter pour lui dimanche. Donc une prise de risque, peut-être un peu contrebalancée, en tout cas, je ne sais pas, vous allez nous dire si ça a été réfléchi, par un autre pan du discours où il a développé plusieurs fois une sorte de marque de respect pour Marine Le Pen en disant mais vous avez tout à fait raison, comme vous venez de le dire, c'est tout à fait vrai. Et dans ce titre de livre, vous parlez de funambule justement, donc ce numéro d'équilibrisme finalement pour nuancer, équilibrer un discours. Est-ce que c'est pas ça aussi, d'avoir essayé de rétablir comme ça un ton plus juste peut-être? Oui, absolument, oui. Il a oscillé à chaque fois entre des attaques assez claires sur le fond et en même temps une forme assez polissée. D'ailleurs, elle aussi ne s'est pas permis le moindre dérapage sur la forme. C'était un défi pour elle aussi. C'était un vrai défi pour elle puisqu'elle devait renverser complètement l'image de 2017 et montrer qu'elle était crédible, légitime pour accéder à la présidence. En cela, elle a réussi. Il me semble que c'est un débat, pour le coup, qui termine sur une défaite pour elle, mais une défaite honorable puisqu'il n'y a pas eu de sortie de route et pas de dérapage, ce qui avait évidemment été le cas en 2017, on s'en souvient, et ce qui l'avait vraiment traumatisé. Il y a eu un champ lexical, pour le coup, du côté de Marine Le Pen aussi, qui a été très travaillé. Plutôt autour d'ailleurs de l'empathie, de l'émotion. Ça, c'était quelque chose de voulu. Oui, le contraste entre les deux candidats d'ailleurs était assez flagrant hier, puisque Marine Le Pen, en effet, s'adressait aux Français qui souffraient. Tout ce champ lexical de la douleur, du travail, de la difficulté de la vie était vraiment au cœur de chacune de ses prises de parole et de la vraie vie. Dans chacun de ses thèmes, elle a aussi terminé là-dessus lors de sa tirade finale. Alors qu'en effet, Emmanuel Macron avait plutôt ce propos techno qu'on lui connaît depuis le début du quinquennat et qui évidemment n'entrait pas du tout en résonance avec ce que pouvaient ressentir les Français et peut-être justement amplifier encore cette perspective d'arrogance qui lui colle à la peau depuis maintenant plusieurs années. Et peut-être aussi, alors toujours dans cette volonté de rééquilibrage et de jouer le funambule, Emmanuel Macron qui, malgré ce côté technocrate, a enchaîné des références beaucoup plus populaires, avec un langage beaucoup plus familier. On regarde une petite accumulation.
Qu'on ne les compte pas dans les chiffres du chômage. Ne faites pas. Ils seront contents de la C'est pas prendre. Gérard Majax ce soir, Madame Le Pen. Que quelqu'un qui parle de préférence nationale contre l'Europe, ce que vous venez de faire, en expliquant que donc le marché européen finito, on peut décider de ripolliner tout seul la façade. Mais enfin, c'est une copropriété. Aïe, aïe, aïe. Mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Oui, aïe, aïe, on ripolline, on invoque Gérard Majax, qui sera d'ailleurs l'invité dans C'est à vous ce soir. Finito, qu'est-ce que ça dit ce choix de vocabulaire pour un président, vous le dites très bien dans votre livre, qui est un des présidents qui utilise le plus de vocabulaire après Georges Pompidou. Il nous a vraiment habitués tout au long de son quinquennat, mais c'était criant hier soir, au fait de sauter d'un registre à l'autre avec l'emploi d'anglicisme quand il parle du secteur de l'économie, des licornes, de la tech, et puis à certains moments, ces mots extrêmement imagés, ce vocabulaire très populaire qu'il s'est aussi injecté à certains moments. Pourquoi ? Pour créer des effets de rupture, créer des effets de surprise, là aussi créer des moments très différents dans le discours qui finalement réveillent un peu l'auditeur ou le téléspectateur. En tout cas, tout cela est évidemment très maîtrisé et très préparé en amont. Je pense que le spectateur n'est pas dupe. Est-ce qu'on assiste à un renouvellement finalement du langage politique avec une nouvelle recherche aussi de champ lexical peut-être? En tout cas, on assiste très clairement à un besoin dans une ère de concurrence des récits, de concurrence des langages. On a besoin de ces effets de surprise qui permettent de maintenir l'attention du spectateur qui peut à tout moment vouloir changer de chaîne et vouloir couper toute relation avec le candidat. Donc le fait de devoir à tout moment créer ces effets de clash, que ce soit dans des attaques ou dans un vocabulaire qui est juste inattendu, oui, c'est plus marquant que jamais et ça l'a été de façon très forte dans cette campagne. 15 millions de téléspectateurs hier, c'est un gros score, mais c'est le moins bon de tous les débats d'entre-deux tours. Et pourtant, vous parlez quand même de rituels incontournables. Il ne gagnerait pas à être dépoussiéré un peu ? Si, à la fois, ça me paraît très important dans une campagne dans laquelle il y a eu très peu de débats. Ce débat d'entre-deux tours était très attendu. Et en même temps, ce format a clairement des limites réelles qu'on voit très bien là depuis plusieurs quinquennats, avec une audience qui descend. Aux États-Unis, par exemple, il y a 3 débats, les uns après les autres, dans cette période de 3 au second tour, non, un au premier tour et ensuite 2 autres dans l'entre-deux tours. Exactement. Vous conseillez 2 débats, vous conseillez en communication, vous conseillez 2 débats dans l'entre-deux tours ? 2 débats plus courts, 2 débats qui permettent d'avoir des candidats qui ne s'essoufflent pas, d'avoir des spectateurs en face devant leur télévision qui ne s'essoufflent pas et qui peuvent vraiment prendre le temps de creuser des sujets, mais sur des temps plus courts et en 2 fois. Ouais, ça me paraîtrait une bonne façon de renouer avec ce rituel républicain sous une forme un peu plus dynamique. Bon, derrière la ligne droite, là, encore 24 heures de campagne, puisque ça se termine, je crois, demain, vendredi à minuit. Quelle stratégie pour les candidats ? En quelques mots, est-ce qu'on joue la montre ou est-ce que jusqu'au bout, on fait campagne ? Pour Marine Le Pen, pas de dérapage. Jusqu'au bout, il faut qu'elle lise son image et elle y est très bien parvenue jusqu'à hier soir. Donc pas de dérapage et pas de sortie de route. Pour Emmanuel Macron, montrer qu'il est dans la campagne jusqu'au bout, qu'il va sur le terrain, qu'il prend des risques. C'est ce qu'il fait. Comme il l'a fait cet après-midi en Seine-Saint-Denis, dans un endroit qui lui est absolument pas acquis. Avec des gants de boxe. Avec des gants de boxe. Boxer. La métaphore est évidemment très parlante. Il sera sur le terrain jusqu'au bout. Merci Charlotte Hézin. Funambule, le discours politique décrypté, c'est aux éditions du Rocher. C'est passionnant. Tout de suite, c'est dans l'air. Évidemment, Caroline Roux qui revient sur ce grand débat décrypté avec l'aspect politique et tous ses invités. Bonne émission.